Alors bonjour à tous. Durant les 3 jours là, vous avez dû certainement assister à quelques confs sur de l'éco-conception, de la sobriété, ce que pouvaient faire les développeurs et autres pour l'impact environnemental. Et sur ce talk-là, avec Johanna, on va vous parler d'un outil très concret qui parlera certainement à des développeurs et qui s'appelle EcoCode, donc qui est développé en open source. Donc, vous pouvez retrouver le petit QR code en haut qui pointe sur notre GitHub. Bonjour à tous, je me présente, Johanna, je suis développeuse iOS et Android depuis maintenant 8 ans. J'essaie aussi de contribuer dans les communautés techniques. Donc, ces derniers jours, vous avez pu me croiser au Brescan et autrement, tout au long de l'année, je suis aussi au GDG Red Android, le Google Developer Group. Et depuis peu, je suis un mini-moise contributeur à la Green Code Initiative sur EcoCode. Donc moi c'est David de Carvalho, je travaille à Page Jaune déjà depuis un petit moment, je suis architecte logiciel depuis quelques années, surtout développeur, et core contributeur du fameux plugin EcoCode depuis quelques mois maintenant, qui commence à pas mal bouger. Alors David et moi, on ne peut pas vous parler d'EcoCode sans vous parler de la Green Code Initiative, qui est un collectif aussi bien d'experts, de développeurs, et également d'entreprises qui visent à réduire l'empreinte environnementale des logiciels avec SonarCube. La Green Code Initiative est vraiment focus sur le green coding. Le green coding, c'est le fait de concevoir, de développer et de déployer de manière écologique et durable des logiciels. Maintenant, on va vous parler un petit peu de l'historique d'EcoCode. Tout commence en 2021 avec le CNUMER. Le CNUMER, c'est le collectif numérique responsable, qui regroupe aussi des experts et des organisations privées et publiques en faveur des services numériques responsables. Et en 2021 est né en fait un référentiel de bonnes pratiques d'éco-conception, et ce repo a été en fait déposé sur le GitHub du CNUMER. En 2022 naît EcoCode. EcoCode, c'est le fameux plugin Sonar qui va se baser justement sur ces bonnes pratiques de développement. Et ce projet va être multi-technologie. Vous allez trouver du PHP, du Java, du JS, de l'Android, Java Kotlin, de l'iOS avec du Swift. 2023, cette année, naît ce fameux collectif, la Green Code Initiative, qui sera exclusivement focus sur le green coding. Aujourd'hui, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est en fait l'éco-conception, mais je vais quand même donner quelques chiffres pour cadrer un peu comment se positionne EcoCode. Donc je vais commencer avec des ordres de grandeur. 80% est dédié à l'éco-conception matérielle. 80% de la consommation d'énergie est dédiée à l'éco-conception matérielle. Et comme l'a dit hier Tristan Nitto lors de la keynote, c'est même 76%. Nous, on va se focaliser sur les 20% pour faire de l'éco-conception logicielle. On va viser essentiellement à réduire la consommation d'énergie des applications web et mobiles. Et je vais toujours continuer à cadrer un petit peu comment se positionne EcoCode avec les unpopular opinions. Économiser des microwatts à chaque exécution, c'est bien. Mais ça permet surtout d'allonger la durée de vie des batteries des terminaux mobiles. Oui, je fais surtout un focus sur le mobile. Le code ne fait pas tout, certes, mais contribue quand même beaucoup. Je vais revenir sur ces fameux 20% dont je viens de parler. Si je fais une analogie avec ce qui se passe dans le monde du mobile, si je prends par exemple les 113 milliards de téléchargements sur le Play Store, donc c'est le store officiel pour Android, et les 33 milliards d'applications téléchargées sur l'App Store, c'est le store officiel d'Apple. Si je prends également ces 7 milliards de smartphones présents dans le monde, et que je corrèle cela à ces 5 heures d'usage régulier par les utilisateurs, eh bien ces 20% prennent tout leur poids. L'efficience énergétique, ce n'est pas la performance, c'est-à-dire la vitesse. Pour avoir beaucoup de vitesse, parfois, il nous faut énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on fait le différentiel et que EcoCode est vraiment un plugin Sonar écologique. Et enfin, vous l'aurez compris, pour l'éco-conception, il nous faut des solutions actionnables, des outils, plus que des bonnes intentions. EcoCode. Je continue sur le mobile pour justement catégoriser un petit peu comment va se construire EcoCode. On va avoir plusieurs catégories, la connectivité, l'écran, les capteurs, la caméra, la géolocalisation, le chipset. C'est vraiment sur ça qu'on va se focaliser, pour le mobile, mais pas que, pour catégoriser nos bonnes pratiques. Et quels sont les leviers d'action?
Ils sont de deux ordres. D'abord, on va vouloir dégraisser les fonctionnalités. Ça paraît du bon sens. Mais avant cela, ça exige une étude ad hoc. Et cette étude se porte sur le fait de mesurer ce qui sera une bonne pratique, comprendre pourquoi ça sera une bonne pratique et arbitrer pour la rendre légitime. Et dans un deuxième temps, on va vouloir améliorer la qualité du code des applications. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un outil qui permettra de faire de l'analyse et de la détection automatique. Pour ce faire, on va parler des smell codes. Puisqu'on parle du plugin Sonar, ça vous parle à tous. C'est ce fameux code qui sent mauvais, qui va nous aider justement, via les smell codes, à détecter comment on va rendre notre code plus propre, plus lisible, plus maintenable, plus performant. Et côté EcoCode, ils se sont dit, pourquoi ne pas appliquer ce concept à l'efficience énergétique? De la même manière, on va pouvoir détecter les structures de code qui ne sont pas bonnes, mais pour la batterie. On va pouvoir détecter aussi les smell codes qui se nichent potentiellement partout dans votre projet. Le code source, les fichiers de configuration, les fichiers de définition de build, les ressources organisées, layout, images, même les fichiers d'animation. Et enfin, on va pouvoir évaluer en fait la dette technique avec une estimation de temps. Vous retrouvez un peu les mêmes mécanismes qui existent déjà pour vos plugins Sonar déjà présents dans vos projets. Si maintenant on prend un exemple d'Energy Code Smell, pour vraiment l'illustrer, on va prendre le Power Management. C'est la gestion de la consommation d'énergie, c'est la gestion de l'énergie, de l'alimentation, côté Android. Et si on prend le Partial Wet Lock, c'est, ça va être utilisé en fait pour le verrouillage partiel du système de gestion de l'alimentation. Par exemple, si on a des tâches en arrière-plan, on va vouloir maintenir un processus actif, même si l'écran est en veille ou l'écran est éteint. Le smartphone est en veille, ou l'écran est éteint. Et ça, par exemple, c'est une mauvaise pratique, dans le sens où, si on l'utilise mal, on l'utilise en permanence, par exemple, eh bien, ça va avoir un impact délétère sur la batterie. Aujourd'hui, vous allez me dire, bon, très bien, mais comment on va détecter ces mauvaises pratiques dans le code? Eh bien, on va le faire via un arbre de syntaxe, qui va nous permettre, en fait, de parcourir tout le code source de notre projet. On va construire vraiment un arbre qui va représenter la structure de votre projet, et via les nœuds vont détecter les expressions qui vont pouvoir détecter comme des smell codes. Donc EcoCode, Johanna a parlé de SonarCube, donc on dit un plugin, mais au final, vous allez voir tout à l'heure durant les démos, c'est un plugin par langage, on vous en montrera un, mais comme disait Johanna, en fait on peut appliquer, beaucoup de monde doit connaître SonarCube, on peut appliquer ce qu'on va vous montrer tout à l'heure à tous les langages potentiellement. Donc du coup, SonarCube, juste pour un petit rappel, c'est un outil très populaire sur le marché, généralement intégré dans les chaînes CI/CD pour faire du contrôle de code en continu, vérifier que ce que produisent les développeurs, ça respecte un certain nombre de règles qui avaient été définies dans l'entreprise. Le problème de SonarCube, c'est de l'analyse statique. Voilà, c'est pas du runtime, on vérifie pas en mode dynamique, etc. Donc bon, ça a le mérite d'exister, bien entendu. C'est une des étapes. C'est pas la seule pour faire de l'éco-conception, vérifier notre impact environnemental, mais c'est quand même un outil très puissant et très intéressant. Il est pour cela indépendant, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une application qui tourne. Donc on lui donne le code source et du coup, il peut l'analyser, vous mettre des pointeurs dessus, etc. Et du coup, comme je disais, c'est intégré généralement sur une pipeline, donc ça permet, si on utilise des bons outils, des bons plugins, type EcoCode par exemple, de verdir plus ou moins les applications lorsqu'elles vont passer automatiquement dans une chaîne CI/CD. Et c'est quand même assez orienté, quand même techos, donc très développeurs, chefs de projet qui connaissent un petit peu, savent un petit peu aller jouer dans SonarCube. Donc c'est pas non plus fait pour exposer à des marketeurs par exemple, bon, même si certains peuvent aller jouer avec. Donc notre plugin à l'heure actuelle, ça c'est un petit peu l'état des lieux sur la partie web. Johanna vous a parlé pas mal de mobile, je vais vous montrer quelques chiffres après. Le but c'est pas de regarder tous les chiffres, c'est de vous montrer un petit peu ce qui existe à l'heure actuelle dans EcoCode. Il faut savoir qu'EcoCode, en fait, c'est parti de référentiels, les 115 modes pratiques, vous en avez entendu parler, les différents référentiels qui existent, qu'on a entendu parler, les différentes confs dans les 3 jours. C'est parti de là, et du coup, aujourd'hui, on a, par exemple, 39 règles disponibles qui sont implémentées et qui sont utilisables dans le plugin. Il y en a 7 qui sont en cours de développement à peu près. Il y en a 49 qui ont été conçues et prêtes à développer, donc Identified Rules. Et les Awaiting Rules, c'est celles qui sont, c'est des idées, elles ne sont pas encore conçues, elles ne sont pas prêtes,
mais il y a encore pas mal de choses qui arrivent. Ça, c'est pour la partie web. Alors j'ai mis un petit dinosaure qui sort de son œuf parce que c'est quand même un projet assez jeune, comme vous avez pu voir dans la timeline tout à l'heure. L'objectif, c'est que la communauté grossit, c'est que les gens viennent contribuer, bien entendu. On va parler tout à l'heure de la démarche scientifique, mais voilà. Pour la partie mobile, on en est à peu près là. Sur la partie Android, on en a 42 qui sont prêtes. À iOS, il y en a 10. Il n'y en a aucune en cours, aucune prête à développer. Il y en a 16 qui sont en réflexion. Alors c'est très avancé parce qu'on a derrière la partie mobile, il y a Olivier Le Gouer, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un chercheur qui travaille à l'Université de Pau, qui est très actif sur le sujet. Du coup, il y a une vraie démarche scientifique. Donc le mobile, c'est ce qui pousse un petit peu les choses. Donc la partie web, on est un petit peu en retard, donc on a besoin d'un peu de force. Un petit focus, un petit schéma sur l'architecture pour ceux qui ne connaissent pas trop SonarCube et ce qu'on peut faire avec. Donc SonarCube, c'est utiliser une base de données, bien entendu. Ça met à disposition une IHM pour faire de la consultation, mais aussi pour interagir avec les différentes erreurs remontées, etc. Ça met aussi ça propose également une API qui pourrait être utilisée par une chaîne CI/CD, notamment pour envoyer des métriques en temps réel, au fur et à mesure que les applicatifs passent. Mais ça permet aussi aux développeurs de jouer avec. Typiquement, tout à l'heure, je ferai une démo. On a un SonarCube et via un scanner sonar, une commande Maven, on peut lancer des métriques sur un sonar. Donc ça permet aussi aux développeurs de pouvoir travailler. Ce qui est intéressant avec Sonar, c'est qu'il y a un système de plugin interne donc là j'ai mis le petit chemin là, qui est interne à l'applicatif /extension/plugin, où on a deux manières d'intégrer des plugins. Soit via le marketplace, qui est vraiment la manière officielle de faire. Donc lorsque vous allez dans l'onglet administration, marketplace, vous pouvez choisir des plugins. Alors il n'y en a pas 50 000, il y en a quelques-uns, une cinquantaine peut-être, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la version officielle. Tant que vous n'êtes pas intégré dans le marketplace, vous avez une deuxième option, c'est le fait de builder vous-même vos jars. Alors, pour builder des jars, il faut respecter certaines normes. Il y a une documentation pour les développeurs sur Sonar, bien entendu. Mais on peut builder nos jars et les copier directement dans ce fameux répertoire, relancer Sonar et automatiquement votre plugin est pris en compte. C'est peut-être une solution en attendant d'être intégré réellement dans un marketplace. Ça, c'est pour la partie production, on va dire, comment ça marche à peu près SonarCube. Pour le développeur, c'est-à-dire ceux qui vont venir rajouter des règles, venir contribuer. Donc là, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on a donc notre SonarCube, qui expose une API et une IHM qui est branchée à une base de données. Tout cela, c'est dockerisé, donc conteneurisé, pour que le développeur puisse travailler sur sa machine. Comme c'est dockerisé, on a aussi également proposé tout un tas de petits scripts shell pour on va dire faciliter la vie du développeur. Je suis le premier à être fainéant, donc j'aime bien les outils qui vont vite. Donc pour initialiser, nettoyer, installer des profils, on va voir ce que ça veut dire les profils tout à l'heure. Ça, justement, c'est la manière, quand un développeur travaille en local, pour que sa nouvelle règle apparaisse dans son sonar, il faut builder les jars, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour builder les jars qui sont sur sa machine, on fait un montage d'un volume Docker. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, en redémarrant Sonar, automatiquement ce montage est fait et il pointe vers les jars qui sont en local, buildés par le développeur. Donc ces jars sont produits bien entendu par du code source qui est en local sur la machine, via un petit outil encore, un petit shell script, qui permet de builder les jars et de pouvoir justement les exposer sur Sonar. Donc là vous avez l'environnement complet en local. Mais donc lorsque le développeur développe une rule ou des nouvelles choses, il va faire des TU, des tests unitaires, des tests d'intégration, mais ça ne relève pas tout le temps de la réalité. Donc à côté de ça, on a aussi par langage un projet de test qui permet, on va dire un projet de test environnement réel dans lequel il y a des use cases, des codes sources qui vont permettre de voir en environnement réel comment notre sonar se comporte. Et c'est là justement, on va dire, on a un autre petit outil qui, sur ce projet de test, on va dire via ce script shell, d'envoyer les métriques via l'API Sonar, comme je vous explique tout à l'heure, pour voir si justement en environnement réel tout se passe bien. Donc, typiquement simuler ce qui se passe sur une chaîne CI/CD. Voilà pour la partie un petit peu développement local. Je vais passer maintenant une petite démo pour vous montrer un petit peu tout ça. L'objectif, ça va être de vous montrer on va dire, la simplicité de développement, de mise en place d'une règle et de l'intégration et voir, en fait, il ne suffit pas de grand-chose pour développer une règle. Si vous détectez dans vos entreprises des manières de faire qui ne sont pas bien dans le code, vous pouvez tout à fait développer une règle en local, vérifier qu'en effet ça remonte une erreur, et du coup la proposer à la communauté, et automatiquement on pourra l'intégrer via des pull requests, etc.
Alors, avant de passer quand même à la démo, je vais vous montrer un petit peu rapidement comment on est structuré. Attends, Alors, juste ça 2 va, secondes. ouais, ça va arriver. Le signal est perdu. Donc notre GitHub, que vous pouvez avoir accès avec le QR code que j'avais tout à l'heure, on le remettra tout à l'heure. On a un GitHub avec, au final, EcoCode, c'est pas un repository, c'est X repository. Pourquoi X repository? Parce qu'en fait, c'est regroupé par langage, par fonctionnalité. Typiquement, on va avoir EcoCode Common, où là, on va avoir notre documentation commune. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir la doc, elle est assez exhaustive, assez complète. Tout ce que je vous raconte là, c'est décrit dans la doc, c'est du Markdown. Des outils qui vont permettre d'initialiser vos environnements. EcoCode, c'est là où il y a, on va dire, la partie web, Java, web ou back, hein, enfin ça dépend après de la définition, mais Java, PHP, Python, Rust, à l'heure actuelle. JavaScript, on l'a sorti. Tous les projets qui se terminent par -test project, c'est justement les fameux projets environnement réel, voilà, on les appelle comme ça. Donc là, celui-là, c'est pour tester typiquement une règle Python qu'on est en train de développer en environnement réel. La partie pour Android, la partie pour HTML, iOS, etc., etc. Donc on a voilà, autant de langages possibles. Donc là, aujourd'hui, on est assez limité parce qu'on n'est pas nombreux. Mais si quelqu'un se sent de faire du Rust, par exemple, donc on a quelques règles qui ont été conçues en Rust, mais pas encore implémentées, c'est tout à fait possible et sans trop de contraintes. Ça, c'est pour la partie GitHub. Le use case de la démo. On va partir d'une issue que quelqu'un avait remontée sur du Python. Alors, je ne suis pas expert Python, je suis plutôt Java, mais c'est très compréhensible ce qu'il avait raconté. Donc, il avait fait une issue en expliquant que finalement, alors lui était a priori très, très, très branché Python. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Donc, dans Python, il y a, quand on fait des boucles et qu'on parcourt des listes, on a plusieurs manières de faire. Et il y a deux manières il y en a une qui est consommatrice de RAM, donc producteur de CO2 au final, ce qu'on appelle les générateurs, alors c'est pas comprehension, si c'est trompé, c'est générateur expressions, et les list comprehensions. Donc la mauvaise pratique, c'est les list comprehensions, on va voir ce que c'est tout à l'heure, je vais vous montrer un petit bout de code, et il faut plutôt utiliser les générateurs comprehensions, parce que du coup, justement, les list comprehensions utilisent pas mal de RAM, donc qui dit RAM, dit aussi consommation derrière et production de CO2. Alors il a illustré ça, je trouvais le use case très sympa, parce qu'il a illustré ça avec des captures et des métriques. Typiquement, la courbe bleue, quand on arrive sur des tours de boucle très très loin, mais voilà, c'est la cible, la production de RAM voilà, augmente fortement par rapport, donc ça c'est la bleue, c'est le smelly, donc c'est les list comprehensions, et la orange c'est la generator expressions. Donc il a fait ça pour la RAM, et il a fait ça également pour l'émission de CO2, avec une librairie qui est assez connue, a priori, moi je ne la connaissais pas, qui s'appelle Code Carbone, et qui justement, via des ABAC, des calculs, des formules internes, permet de dire quelle est la production de ce bout de code-là. Et donc typiquement, on voit que les list comprehensions produisent plus de CO2 que les générateurs expressions, en orange. Donc il a donné un petit peu sa typo de machine pour voilà, reproduire. Et ce qu'il aurait souhaité, c'est quelque chose comme ça, c'est de voir dans Sonar, quand j'ai ce bout de code-là, je voudrais bien que ça râle à cet endroit-là. Typiquement, c'est ce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, si. Lorsque là, il y a une petite boucle, lorsqu'on utilise les crochets comme ça, c'est les list comprehensions. Et ça, justement, c'est le non-compliance qui devrait faire râler le Sonar. Et ce qu'il souhaiterait, donc il y a également une petite doc en HTML. Donc ça, c'est la mauvaise pratique. Et en dessous, avec les parenthèses, c'est la bonne pratique, les generator expressions. Alors, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Hein. Il faut aussi faire la part des choses. Si ça a été inventé, c'est pas pour rien. Il faut aussi regarder vos use cases. Donc à vous de voir si vous voulez activer ou pas la règle, parce qu'on peut aussi activer, désactiver des règles. Donc ça, c'est le use case. Alors ensuite, le petit bout de code. Donc là, j'ai repris ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc là, c'est le fameux repository Python Test Project qui permet de simuler un environnement réel, c'est-à-dire que c'est le projet à partir duquel je vais envoyer mes métriques à Sonar pour vérifier qu'il va râler ou pas, on va voir. Donc là, il y a un petit tool, ce qu'on a fait, c'est une commande Maven qui fait avec un plugin de scan Sonar en interne. Et les codes sources qui vont être analysés, c'est tout cela. Donc ces codes sources-là, alors il y en a, grosso modo, c'est des fichiers qui regroupent des use cases. Donc là, celui qui va nous intéresser, c'est le Star Wars Legion _ trainings, où dans celui-là, j'ai écrit une partie qui devrait râler, une partie non-compliance, justement la première qui devrait râler parce que ici, on utilise les crochets en parcourant une liste d'armes, de lightsaber, et pareil ici,
une liste, mais enfin, c'est pas une liste de chaînes, mais plutôt voilà, une liste de nombres, on va dire, et une partie compliance, c'est-à-dire quelque chose qui est très ressemblant au-dessus, mais qui ne devrait pas râler. Typiquement ici, en faisant comme ça râle pas. Là, ça râle pas. En mettant en dur les listes, ça ne devrait pas râler. Là, c'est très ressemblant aux list expressions, mais ça n'en est pas. Ça ne va pas râler. Et là, c'est la vraie generator expression. Là aussi, ça devrait pas râler. Pardon. Donc là, c'est ce fichier-là qui va me servir en environnement réel, vérifier que tout fonctionne bien. Donc j'ai un petit sonar en local que j'ai déjà lancé. Je vais vous agrandir ça. Ouais. Donc qui tourne donc avec du Docker. On va le relancer tout à l'heure avec les petites commandes que je vous ai montrées. Donc il est déjà prêt, sans rien dessus. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si tout le monde connaît Sonar, il n'y a pas de projet, aucun projet de lancer. On peut aller voir dans administration, comme je disais tout à l'heure, marketplace, et là installed. Là c'est les fameux jars que j'ai buildés en local et qui sont bindés via les volumes Docker. Donc on les voit ici, ils sont automatiquement installés. La notion de profil, tout à l'heure je disais que la notion de profil est intéressante parce que par défaut avec Sonar, vous avez pour chacun des langages un profil qui vient avec. Donc généralement il l'appelle comme ça, SonarWay. Un profil c'est quoi? C'est un ensemble de règles regroupées pour un langage particulier. Donc on peut créer autant de profils qu'on veut pour un langage. Typiquement, donc là ils en fournissent un par défaut avec un certain nombre de règles. Nous ce qui va nous intéresser c'est celui de Python, pour notre cas. Donc j'ai créé un profil qui s'appelle EcoCode Profil, qui hérite de SonarWay. C'est le petit décalage dans Sonar, c'est-à-dire qu'on hérite de celui du dessus. Donc ça veut dire qu'il hérite de toutes les règles du SonarWay, donc des 183. Et là, vous voyez, on a 9 de plus. Ça veut dire que dans notre EcoCode, on a rajouté 9. Et par défaut, quand tout se passera, quand on lancera un scanner sur du Python, automatiquement, c'est le profil par défaut activé qui va prendre la main. Donc là, typiquement, EcoCode prendra la main lorsque je lancerai un scanner Sonar. Donc là, du coup, notre Sonar, il est prêt, il a les plugins installés, les profils par défaut d'EcoCode prêts. On va lancer un petit scanner, du coup, sur notre petit EcoCode Python Test Project. Donc là, je suis branché sur notre GitHub. Donc là, j'utilise le fameux tool send to Sonar avec une clé. Alors, je ne rentre pas dans la sécurité. On peut mettre des logins, des mots de passe. On peut aussi générer un token dans la partie administration security. C'est ce que j'ai fait pour aller un petit peu plus vite. Et donc là, effet démo, du coup, sympa. Ah ouais, sympa. Désolé. Bon, on va refaire notre petite... c'est pas grave, hein. On va refaire notre petite sécu. Tac. Du coup, vous voyez comment ça se passe. Alors, le nom, on s'en fiche un petit peu. Hein. On génère un petit token. Je repasse sur ma petite branche où il y a mon petit fichier qui est prêt. Je vérifie qu'il est bien là. Star Wars Légion. Voilà. Donc, je tape tool send avec mon token. Voilà, ça passe. Bon. J'avais dû faire une petite bêtise tout à l'heure. Alors, ce qu'on voit ici, justement, donc c'est la commande, c'est le plugin Maven. C'est une commande Maven qui utilise un plugin Sonar Scanner. Et là, on voit qu'il a détecté qu'il y avait 13 fichiers indexés, donc 13 fichiers sources à analyser, et que par défaut, c'est du Python. Et sur du Python, il a détecté qu'il y avait le EcoCode Profile par défaut qu'il fallait utiliser. Donc voilà, il a envoyé les infos. Si on va aller voir, du coup, cette fois sur Sonar, donc le projet apparaît. Donc là, je n'ai pas fait encore de règles spécifiques pour que ça râle. Je vous montre juste qu'en analysant, il va voir le fichier et il n'y a pas de problème dessus. Pour l'instant, puisqu'on n'a rien fait. Donc là, on voit ici, il y a 0. Donc si on ouvre le fichier, le code, aucune erreur. Alors, moi, j'ai bien mis un petit commentaire, attention, non-compliant, ça devrait râler là quand on va faire notre petite règle. Donc ça devrait râler là, ça devrait râler là, et ça devrait râler nulle part ailleurs. Donc là, pour l'instant, ça râle pas. OK. Donc maintenant, c'est là où on va faire notre petit bout de code. Donc je vais arrêter mon petit Sonar. Donc toujours pareil, j'ai des petites commandes qui arrêtent. Donc là, je suis sur EcoCode, j'arrête mon Sonar, donc, qui est du Docker. Donc il arrête le Sonar et le PostgreSQL qui va avec. Et donc maintenant, on va passer sur du IntelliJ. Tac. Et donc là, je vous montre donc le EcoCode, c'est le repo où là où je vous ai dit tout à l'heure, il y avait du Java, du JavaScript, un petit peu du Python, du PHP.
Il y a pas mal, donc tous les outils que vous voyez, les SH, donc tous les outils qui vont permettre d'accélérer le travail du développeur. La doc, qui est en Markdown, bon, je ne vais pas la parcourir, c'est pas le but. Et donc dans Python, c'est très très simple. Donc vous avez, dans tous les autres langages, ça marche pareil, que ce soit du mobile, que ce soit du non mobile, ça marche pareil. Donc là, vous avez toutes les rules par use case. Nous, on va rajouter la nôtre ici. Donc on va faire un Star Wars check. Alors pour aller plus vite, vous avez dû voir dans les différentes présentations où il y avait du IntelliJ, vous avez des snippets qui vont aller, ça permet d'accélérer un petit peu le dev. Donc j'en ai fait quelques-unes. Première chose à faire quand vous avez votre classe qui va gérer vos rules, vous héritez d'une classe particulière du framework de Sonar pour pouvoir, voilà, ça c'est, on suit grosso modo la doc de développement d'un plugin dans Sonar. C'est pas très compliqué. Donc première classe à hériter, une petite règle, une petite rule à mettre aussi pour faire un petit peu de descriptif. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. J'enlève ça, j'en ai pas besoin. Donc ici, il faut, ça c'est l'ID de la règle qui va apparaître dans Sonar. Vous avez un petit nom, un petit descriptif, la priorité, et vous pouvez taguer aussi les règles. Vous allez pouvoir facilement les retrouver si besoin. Là, ça râle parce qu'il manque justement une méthode. Comme ça hérite, il faut implémenter une méthode qui vient du haut. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est justement le point d'entrée pour votre fichier qui va permettre d'analyser. Et là, on rebondit sur l'AST qu'a présenté tout à l'heure Johanna. C'est qu'en fait, pour parcourir le code et dire à tel endroit il faut que ça râle, on va spécifier dans notre plugin comment il va parcourir l'AST. Donc là, typiquement, on lui dit, tu vas parcourir toutes les boucles for. Et pour toutes les boucles for, bah, tu vas aller appeler une méthode qui s'appelle visitItération. Bon, ok. VisitItération, c'est une méthode privée, du coup. C'est là où il va y avoir l'intelligence. Alors, je fais mes petites résolutions d'import. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Donc là, il rentre ici, on est forcément dans une boucle for. Bon, pour avoir accès à toute la mécanique des boucles for, on le casse. On casse le nœud sur lequel il est en train d'analyser. Qu'est-ce qu'on fait sur ce nœud? On récupère les expressions qui sont dans les conditions là, qui sont en train d'être testées. Pour des facilités de la démo, j'ai pris que le premier nœud, mais on pourrait très bien parcourir tous les nœuds de la condition et faire des petites choses dessus. Là, je prends que le premier. Et pour justement l'expression qu'il a récupérée, on va les tester. Est-ce que c'est une list comprehension? Oui, c'est une list comprehension. Dans ce cas-là, il faut que tu râles. Pour râler, c'est comme ça, c'est pas très compliqué. On a fait un add issue. Bon, voilà, c'est très standard. On lui donne un petit commentaire qui va s'afficher dans Sonar pour dire qu'est-ce qui va pas, un petit descriptif rapide. Et à quel endroit où il doit positionner le pointeur dans Sonar quand on affichera le code source, donc qui est le premier token qu'il a trouvé. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il faut aller déclarer, parce que ça ne suffit pas ça pour que ça marche. Il faut aller déclarer dans ce qu'on appelle un repository. Tous les plugins fonctionnent comme ça, dans n'importe quel langage. Où il y a, c'est comme ça, hein, c'est peut-être pas très joli, mais il y a une liste de classes qui vont être gérées et gérées par le système, par les plugins, par le système de plugins de Sonar. Donc là, il faut déclarer la classe qu'on vient de faire. Bon, on pourra essayer de trouver d'autres manières, par introspection certainement. Bon, voilà. Et dernière chose, créer un petit fichier HTML justement qui va contenir, donc avec le nom, l'ID. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc j'ai donné l'ID. Et l'intérieur de ce fichier HTML, c'est justement, lorsque vous avez cliqué sur la règle dans Sonar, avoir le descriptif. Alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est vraiment le descriptif. Voilà, donc là, c'est juste ça. Ça, c'est une règle qui va râler sur des boucles for. Une fois que ça c'est fait, on va rebuilder. Donc, on n'a pas le choix, il faut rebuilder. Donc le build derrière, c'est une commande aussi, c'est pareil, je pourrais vous montrer. Ça rebuild les jars, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il va les rebuilder dans les répertoires target, etc. Alors, pendant qu'il fait ça, Sonar, c'est fait en Java. Donc on n'a pas le choix. Si on veut développer des plugins, c'est du Java. On n'a pas le choix. Par contre, ces plugins Java, ils vont pouvoir analyser n'importe quel langage. Mais ça reste de l'AST à parcourir en Java. On n'a pas trop de choix. Donc là, voilà, il nous a... Alors, EcoCode, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs langages. Donc là, il y a plusieurs choses dedans. Une fois que ça c'est fait, on va relancer notre petit Sonar. Donc là, je fais un start et en même temps, j'affiche les logs pour vérifier que tout se passe bien. Une fois que ça c'est fait, donc on va avoir un Sonar Cube is operational. Une fois que ça c'est fait, on va remettre à jour nos profils, les fameux profils où on avait
surchargé, parce que là, comme on vient de rajouter une règle, il faut aussi l'ajouter dans le profil. Si on ne le fait pas, il ne fera rien. Et ensuite, on va relancer un scan pour vérifier que cette fois, ça râle. C'est bientôt fini. On le voit. Alors, on les voit ici. C'est très verbeux. Hein. Voilà, ici, on voit les deploys de nos 4 plugins qui se sont faits. Et voilà, Sonar est opérationnel. Donc, on peut killer les logs. Une fois que ça c'est fait, on a des petits utilitaires, comme je vous avais montré dans le petit schéma, qui permettent de remettre à jour le profil. Donc avec avec le token, typiquement. Est-ce que c'est le même? Je ne sais plus si c'est le même. Oui, si c'est celui-là. Donc là, il met à jour tous les profils qu'il connaît, donc le PHP, le Python, le Java. Là, typiquement, on voit qu'il en a fait 10, alors que tout à l'heure, on en avait 9. Pour le PHP, il y en a 9, etc. Donc là, il a mis à jour les profils. Si on va aller voir le profil, typiquement, alors comme on a redémarré, on est obligé de se reconnecter, forcément. Donc là, on va aller voir le profil du Python. Là, donc là, on en a une de plus par rapport à tout à l'heure. Si vous voulez voir, comparer par rapport à l'héritage, donc là, on en a 10 et on voit notre démo là, qui est apparue. Là, votre environnement est prêt avec votre nouvelle règle. Maintenant, on relance le scan de notre projet. Donc la même commande. Donc ça, c'est assez rapide aussi. Ce qui est plus long, c'est le redémarrage de Sonar, qui peut prendre une vingtaine de secondes. Voilà, ils ont renvoyé les métriques. Et là, du coup, alors ça rafraîchit, il faut 5 bonnes secondes quand même, tant qu'ils remettent à jour. Et donc là, si on va aller voir le code, à nouveau, comme tout à l'heure, on voit là, cette fois, il y en a 2. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Du coup, on voit bien que sur cette ligne-là, où on est censé attendre un non-compliant, si on déplie le petit problème, là, on retrouve notre petit message, pareil sur celui-là, et en dessous, on voit que ça râle pas. Donc après, on a toujours moyen d'aller voir la règle avec notre petit fichier HTML qu'on a mis tout à l'heure en place. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie web. Et je laisse Johanna, du coup, faire la démo pour la partie mobile. Je te lance la vidéo, c'est ça? Oui, je viens. Tac. Toc. À présent, je vais vous faire la démo côté mobile. Vous avez vu le web, vous allez voir le pendant mobile, pour vous montrer en fait que EcoCode est vraiment multiplateforme, multi-techno. Vous allez retrouver un peu tout ce qui a déjà été présenté par David, mais porté ici pour un plugin EcoCode iOS. Dans un premier temps, on va faire une mesure. J'ai créé un petit projet pour mesurer l'impact de la brightness, la luminosité, avec Xcode. Xcode, pour info, c'est l'IDE pour faire du développement natif iOS. Donc là, typiquement, avec mon application, je vais juste augmenter la luminosité. Elle était de 0, elle va passer de 100. Et en parallèle de ça, du côté de mon IDE, je vais aller mesurer, parce que l'IDE Xcode me permet en fait de voir l'impact énergétique de mes features. Là, on va pouvoir voir le display. Il va passer environ, alors j'ai mis 70, mais c'est plus 75. Il va monter jusqu'à 90. C'est juste pour donner un ordre d'idée, pour vous dire oui, il y a un impact. Et suite à cet impact, on va voir comment on va y remédier. Donc là, on le voit, on monte progressivement. On est à 77, 78, 79, 80, et ainsi de suite. Et on va monter jusqu'à 90. Voire même un peu plus. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. En tout cas, on a mesuré l'impact. Et suite à cela, du coup, on va y remédier en créant une règle Sonar, puisqu'on a détecté un energy code smell. On va créer la règle sur la luminosité, brightness. J'emploie le terme anglais parce que le code sera en anglais, donc ça vous permet de faire le parallèle, avec le plugin EcoCode iOS pour Sonar. Donc avant de créer la règle programmatiquement, on va voir en fait que d'abord une règle, c'est une règle écrite. Je vous ai parlé tout à l'heure du CNumère. Effectivement, le CNumère va héberger la partie bonne pratique de EcoCode mobile. Donc là, on retrouve effectivement les bonnes pratiques mobiles et on va voir qu'elles sont disponibles aussi bien pour Android que pour iOS.
Pour information, ces règles ne viennent pas de nulle part. Il y a eu une démarche scientifique derrière via Olivier Legoire qui travaille à l'Université de Pau. Il a commencé, et il n'était pas seul, à alimenter en fait ce référentiel de bonnes pratiques. Donc là, on voit le pendant pour Android et on va trouver son parallèle côté iOS. Aujourd'hui aussi, je vais vous parler du plugin iOS parce qu'il est beaucoup plus récent. Il a été en fait introduit pendant le Challenge EcoCode d'avril dernier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a seulement 10 règles. Donc là, vous voyez, vous retrouvez la brightness, la luminosité. Et on voit en fait que le smell code, c'est quand on utilise le UI main brightness. Donc maintenant, je vais vous faire un live code, enfin presque. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de transitions pour vous présenter l'ensemble de l'implémentation du plugin. Donc pour aller un peu plus vite, je me suis filmée. D'abord, comme vous l'a présenté David, on va avoir effectivement ces utilitaires, effectivement des scripts qui vont nous permettre de construire très rapidement notre projet. Donc voilà un peu comment se présente le projet du plugin EcoCode iOS. Et il se trouve en Java. Tout d'abord, je vais remontrer ce qu'a déjà montré David dans les ressources, où on va construire effectivement notre règle. Donc elle va avoir un identifiant. L'identifiant il est disponible dans le référentiel. Donc ici, ça va être E0B005. Ensuite, je vais décrire dans un JSON, effectivement, ma règle de brightness override disabled. Donc elle va avoir une clé, un nom. La sévérité vient aussi d'une démarche scientifique, sa description. On va avoir le temps de sa dette technique et les fameux codes pour le retrouver dans le plugin Sonar. Donc EcoCode, Environment, Sobriety, Eco-Design. Là, vous avez Sobriety parce que c'est la catégorie. Toutes les règles vont être catégorisées. Maintenant que j'ai fait, là, je représente des choses que je vous ai déjà dites, du coup. Et à présent, je vais aller directement, hop. Donc effectivement, j'oublie une partie, c'est la partie sur le HTML, c'est ce qui va être présenté côté Sonar, ça reprend déjà ce qui a été dit aussi dans le JSON. Donc là, j'ai juste un non-compliant code pour identifier finalement le fameux UI screen main brightness, et ici avec une valeur de 30%. Et maintenant, je vais aller dans le code source et la fameuse règle. Dans sobriété. Donc là, je vous présente l'ensemble des catégories déjà disponibles. Et effectivement, là, je vous présente la fameuse implémentation de la règle brightness override check. Donc on retrouve effectivement l'identifiant. Et après, on découvre ce qui est vraiment important, c'est l'apply. Donc on est toujours sur un AST, donc un art d'analyse statique. Et ma méthode apply va justement s'appliquer sur cet AST. Donc elle va permettre de le parcourir l'ensemble de ma structure de projet iOS, donc de mon application iOS. Dans un premier temps, elle va identifier avec le Missing-Off Swift 5 parser expression context qu'on a bien affaire à du Swift. Il faut savoir qu'on peut avoir des AST pour plein de langages différents. On l'a vu tout à l'heure avec du Python, mais il y a du PHP, et ainsi de suite. Et une fois qu'elle a identifié cette expression Swift, elle va identifier effectivement le nœud, et voir si dans ce nœud, les informations du nœud correspondent justement à une expression de type UI screen main brightness. Et si c'est le cas, eh bien, elle va remonter une erreur. Et l'erreur en question, ça va être le fameux ID, le rule ID qu'on a ici, le ESOB005. Donc là, on a réussi à créer une règle, en fait, qui va détecter le UI screen main brightness dans mon code et remonter une erreur, puisque la règle est identifiée. Après cela, je vais pouvoir tester mon code, donc avec des tests unitaires. Ça, c'est les bonnes pratiques en fait pour concevoir une règle dans le plugin EcoCode. Je vous dis cela parce qu'à la fin du talk, vous allez aussi contribuer, donc comme ça, vous avez les bonnes pratiques. Là, typiquement, on va faire 2 cas pour tester notre test unitaire. Le cas comme tout à l'heure, où on a un compliant code, et le cas où on a un non-compliant code. Donc là, tout va bien, mon expression n'est pas présente, a priori, ça fonctionne. Et là, mon expression est présente parce que la brightness est à 100%. Donc là, pour définir un peu tout ce qui a été fait, j'ai effectivement créé ma règle pour qu'elle soit présente dans Sonar, donc avec sa description HTML. J'ai créé ma règle en Java.
J'ai fait mes tests. Maintenant, je fais mon test unitaire, effectivement, avec mes deux triggers. Donc, elle aussi est écrite. C'est bon, ma règle est développée. Je vais pouvoir, du coup, la tester. Donc maintenant, on va passer à une phase où on va analyser. On va découvrir dans Sonar notre plugin et ses fameuses règles. Donc, je vais reprendre les utilitaires présents effectivement dans le projet avec le tool build qui va construire mon projet. Avec cette commande, je vais pouvoir retrouver effectivement mon test unitaire pour la brightness. Donc j'en ai deux, donc je dois avoir deux règles qui passent en succès pour mon test unitaire. Ça va aller très très vite, on va le voir, mais je vais remonter. Touk touk touk. C'est un tout petit peu plus bas. Et voilà. J'ai effectivement mes deux tests qui passent très bien. J'ai vu que plus bas aussi, mon plugin buildait correctement. Très bien. Eh bien, je vais aller voir dans mon instance Sonar locale. Donc d'abord, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, c'est une instance locale portée par une image Docker. Hop, un petit localhost 9000. Et du coup, ce qu'on a montré tout à l'heure, les quality profiles, on va retrouver effectivement pour Swift mon plugin EcoCode. Ici, avec 9 règles. Et quand je vais dans Rules, et que j'identifie grâce au tag qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a décrit dans le fichier JSON, et que je mets EcoCode, je vais pouvoir retrouver effectivement ma fameuse règle Brightness. Très bien, on a écrit une règle, on l'a développée, on a vu qu'elle était présente dans Sonar. Maintenant, il nous faut un projet de test, comme tu l'as illustré, les tests unitaires ne suffisent pas. Donc là, un truc super secure, c'est que je vous montre mon token. Hop, découvrons dans Sonar notre plugin en action avec cette nouvelle règle pour découvrir notre Energy Smell. Donc là, je vous ai présenté, un peu vite, mon projet iOS de test, où justement, c'est une application standard, très très basique, et effectivement, j'ai mon fameux UI Screen My Brightness, je l'ai beaucoup dit, qui est à 50%. Ensuite, je lance mon instance Sonar avec mon projet, donc je fais une analyse Sonar de mon projet. Donc mon projet se lance. Et je vais pouvoir découvrir justement dans l'instance Sonar les codes smell de mon projet. Donc a priori, comme vous l'avez vu, et je vous le dis sans surprise, ça va fonctionner puisque c'est une vidéo, on va le retrouver. Admin, toujours aussi secure. Hop. Et dans le projet là où je n'avais rien, quand j'actualise, après Jean, effectivement, j'ai code test iOS. Et je vais retrouver ma règle. Donc là, je ne l'ai pas mis en défaut, donc on ne va pas le voir ici, on va le voir dans les issues. Et hop, ma règle est un peu plus basse. Hop. Et voilà. Je retrouve effectivement mon code en erreur. Comme vous l'avez vu, c'est exactement la même chose d'un projet à un autre, que ce soit du web ou du mobile. Donc c'est très facile en fait de nous rejoindre et de contribuer. Donc maintenant qu'on vous a montré un petit peu comment ça marche sur du Python ou sur du mobile, ça va pas tarder à arriver. Oui, c'est bon. Il faut savoir que maintenant, du coup, je vous ai dit qu'il y avait deux options. Soit on créait les jars, on les copiait, soit on était sur le marketplace. Donc là, depuis avril, donc depuis notre dernier hackathon, donc pour Java, Python et PHP, on a intégré officiellement le marketplace, donc on peut facilement nous retrouver. Donc pour la petite histoire, certaines entreprises rechignaient un peu à utiliser EcoCode parce que c'était encore un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on bidait les jars, on les copiait et on pouvait l'utiliser dans Sonar. Maintenant que c'est dans le marketplace, c'est plus officiel. Les autres langages arrivent, c'est en cours de travail, parce qu'il y a quand même pas mal de règles à respecter, des règles de nommage, plein de petites choses. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui est derrière et qui surveille et qui vérifie notre code qui est produit afin de l'intégrer dans le marketplace, comme un store au final. Voilà. Enfin, pour parler du hackathon, parce qu'on fait un hackathon
une fois par an. Donc là, on a fait notre deuxième hackathon en avril, qui a été plus gros que le premier cette fois. Dans le hackathon, c'était beaucoup de code, mais pas que. Il y a eu quelques confs aussi sur tout ce qui est green, sobriété, éco-conception, etc. Une centaine de participants, ça commence déjà à être pas mal. Et là, on vous a mis quelques chiffres sur ce qui a été produit. Donc, grosso modo, il y avait la notion de builder et de spotter. Builder, c'est ceux qui produisaient les règles, c'est-à-dire qu'il y avait des règles qui étaient déjà conçues et ils les implémentaient. Et les spotters, c'est ceux qui imaginaient des nouvelles règles. Donc il y avait plusieurs équipes et il y avait un petit challenge comme ça pour gagner des petites choses. Donc typiquement sur EcoCode, donc là où il y a Java, PHP, Python, Rust, il y a eu 20 règles implémentées, 37 imaginées. Sur la partie mobile, 9 implémentées, 17 imaginées. Sur la partie JavaScript, pareil, 5 implémentées, 9 imaginées. Et on a commencé à imaginer des choses sur de l'infrastructure type Terraform, etc. Il y a 9 règles qui ont été imaginées. Donc, en fait, c'est très très ouvert et il y a plein de choses qui sont faisables. Petite photo justement pour vous montrer que c'était en présentiel, mais pas que. Il y avait des équipes à distance et ça marchait pas mal. On avait un animateur qui était là et c'était top. Vous me voyez venir. Le mot de la fin, contribuer, je pense que je ne l'ai pas assez dit. Ensuite, je vais rappeler un petit peu pourquoi c'est intéressant d'avoir un projet open source sur un projet comme EcoCode. En fait, c'est une force parce qu'on va avoir de la collaboration, de l'innovation, de la transparence. On ne rappellera jamais assez, mais il y a des projets qui peuvent évoluer dans des écosystèmes fermés. L'open source permet justement de contribuer, de vous approprier un outil. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez faire, comme le disait tout à l'heure David, vos propres règles. Et ça, c'est tout le pouvoir du collectif. La démarche par la preuve, ça aussi, c'est important parce qu'on entend parler souvent du greenwashing, effectivement. Et si on peut donner des arguments en faveur de EcoCode, c'est qu'il y a une démarche scientifique. J'ai parlé d'Olivier Legouard, justement, à l'Université de Pau, mais pendant le challenge EcoCode, effectivement, il y avait des chercheurs aussi, et chercheuses, qui ont présenté des sujets pour justement mesurer cet impact écologique du logiciel et pour donner de la légitimité aux règles. Donc, c'est un projet qui a ses prémices, vous pouvez trouver ça léger si vous le souhaitez, mais contribuer justement pour nous rendre plus forts. Si vous l'utilisez dans vos entreprises, parce que Sonar, on l'a tous, c'est facile, juste effectivement utiliser les jars, ou via le marketplace, peut-être déjà utiliser effectivement ces quelques règles, et commencer à diffuser les bonnes pratiques. Et la démarche par la preuve, effectivement, elle vient de la démarche scientifique, mais elle va venir aussi de vos feedbacks. Plus vous serez nombreux à contribuer, et plus justement on rendra légitime chacune de ces règles. Donc soyez force de proposition, contribuez. Et c'est possible partout en fait, puisque vous avez tous des sonars, vous commencez aussi à avoir des RSE, donc ces projets-là peuvent commencer à se développer. Et c'est le mot de la fin. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Il nous reste les QR codes aussi de notre repo GitHub en haut. Enfin, le repo de l'organisation où il y a tous les repos. Et un petit feedback. Je serais preneur aussi. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si parmi les règles que vous avez déterminées sur la partie JavaScript et mobile, il y en a qui partaient sur l'obsolescence et qui limitaient par exemple l'utilisation d'API récentes ou très récentes. Je te laisse répondre pour la mobile. C'est exécuté sur le client. Côté JavaScript ou côté mobile, excuse-moi? Les deux, l'un ou l'autre. Pour le moment, il me semble que ça n'a pas été en vue côté mobile, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore défini en fait. Non, c'est dans les cartons, justement, Olivier en parle beaucoup, sur iOS, sur Android. Alors sur JavaScript, on a un peu moins parlé, mais surtout sur la partie mobile, en effet, on a entendu dans les différentes confs que d'utiliser des technos, des frameworks trop récents, ça va obliger les gens à changer de téléphone au final. Et en effet, ça... je me déplace. Et en effet, je suis d'accord que si on veut éviter que les gens changent de téléphone, il faut aussi être rétro-compatible avec des anciennes librairies, en effet. Ça, c'est un sujet qui est dans les cartons. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on a des règles là-dessus. Il n'y a pas encore de règles, mais c'est vrai que ça serait assez simple d'identifier, ne serait-ce que sur Android, des mini-SDK. Et pareil, côté iOS, on en parlait tout à l'heure, on peut très facilement, effectivement, inspecter les fichiers de configuration. Donc ça pourrait venir, le but c'est juste de statuer sur effectivement c'est quoi le bon mini-SDK. Ensuite c'est vrai que ça pourrait être pas si compliqué que ça à mettre en place, parce que quand on regarde le parc des usagers,
Si je prends iOS par exemple, on est pratiquement à 96% du parc qui est sur iOS 15 et iOS 16 par exemple. Par contre, côté Android, pour avoir l'équivalent à 98%, il faut descendre à Android 11. Mais c'est des règles qui peuvent venir en fait et qui seront facilement implémentables. C'est vraiment pour cela que plus on sera nombreux à les développer, plus on sera à force de proposition, plus vite on pourra élargir le panel de règles qui seront implémentables comme celle-ci. Après, il ne faut pas hésiter à créer des issues, justement, sur le sujet, parce que vous êtes intéressé, ou même donner des pistes dans les issues, parce qu'au contraire... Ou nous contacter, hein. Ouais. Tout est possible. Ouais. Aussi bien des issues de manière standard que des messages, mails et autres. Devant, là. Devant. Merci beaucoup pour la présentation. Le focus, il est du coup plutôt sur Sonar, mais est-ce que vous avez regardé aussi côté plugin, enfin juste des linters pour les IDE, pour faire apparaître, par exemple, typiquement sur l'exemple iOS qu'on a vu, on aurait pu avoir directement un warning dans l'IDE, dire attention, ça justement, ça en fera une... Sonar permet déjà ça, avec SonarLint. SonarLint se branche aux règles de Sonar, il les récupère, il se synchronise quand il a le réseau. S'il n'a pas le réseau, il se base sur la règle qu'il a déjà dans son cache. Et il peut déjà faire des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec SonarLint. Ok, mais du coup, ma question, c'était que ça nécessite d'avoir l'infra Sonar, mais pour des choses un peu plus simples, comme juste une règle sans lint, Sonar. juste une règle lint, type SwiftLint ou juste les règles Android. Et justement, on parlait de la Green Code Initiative qui est focus sur le green coding, et ça pourrait exactement être un outil qui serait intéressant de développer pour le coup. Non, c'est pas encore développé parce que déjà EcoCode, on l'a vu, hein, c'est seulement 10 règles. Donc pour l'instant, le focus est vraiment sur le plugin Sonar. Mais avec la Green Code Initiative, vous avez aussi la possibilité de contribuer sur d'autres outils qui seraient pertinents, comme un linter, complètement. Donc je note, tu peux le proposer. Tout est parti de EcoCode au final. Au début, il n'y avait que EcoCode, comme l'a montré dans la timeline. Donc on a créé la structure autour pour rajouter d'autres outils. Et du coup, s'il y a des bonnes idées, au contraire, je pense que la communauté serait contente d'avoir ça. Et la partie JavaScript, on a quelqu'un qui connaît très bien JavaScript. Aujourd'hui, dans Sonar, il y a des langages qui sont nativement gérés. Il y en a d'autres, comme JavaScript, qui le sont un peu moins. Et ils se basent sur une notion de linter. Et donc, il y a déjà cette notion-là, un petit peu. Donc, si on regarde le code de JavaScript, du plugin JavaScript, il est fait un petit peu différemment des autres parce qu'il se base sur un linter et non pas sur un AST vraiment qui analyse tout le code. Donc aujourd'hui, c'est déjà un petit peu comme ça dans Sonar, mais c'est Sonar qui ferme ou qui ouvre les vannes au final, donc on s'adapte un petit peu. Mais en effet, aujourd'hui, c'est beaucoup Sonar. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est multi-techno, qu'on se base sur du Java, du coup, c'est facile d'industrialiser tout cela et d'avoir quelque chose d'assez commun quand même. Même si les technos, forcément, ont leur spécificité, on l'a vu. Oui, merci pour la présentation. C'est passé assez rapidement tout à l'heure les écrans sur Sonar. Est-ce que vous avez dans votre plugin des summaries sur les pages d'accueil pour indiquer les gains, enfin les pertes et éventuellement les gains à chaque run, comme on peut l'avoir sur les autres parties? Tu veux dire la mesure entre avant et après d'appliquer la règle? Voilà, ou le fait de détecter qu'il y a un problème, ça va consommer tant de... Alors ça, c'est pareil. On a un outil qui vient de sortir qui s'appelle ETSDiff, mais il est tout jeune. Quelqu'un a travaillé dessus. Il n'est pas encore dans la Green Code Initiative, il est encore chez c'est Davidson Consulting, qui est une boîte parisienne où c'est quelqu'un, il travaille beaucoup avec nous, et il est sur leur repo GitHub. Il ne va pas tarder à être déversé, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de grosses mesures. Justement, c'est aussi un des gros chantiers, c'est reprendre nos règles actuelles, déjà les comparer aux règles natives de Sonar, voir s'il n'y a pas déjà plus ou moins un doublon, ou des choses qui se ressemblent fortement, et les déprécier ou pas. Et comme ça, on aura juste à taguer déjà les règles natives de Sonar en disant tiens, ça c'est de l'éco-design. Ça, c'est le premier pan. Et deuxième pan, c'est la mesure. La mesure, aujourd'hui, on avait une conf justement au hackathon d'une chercheuse qui faisait un panel assez exhaustif de tous les outils qui existaient pour faire de la mesure. Et elle racontait qu'au final, chaque outil va mesurer d'une manière différente. Et le plus concret, c'est de mettre une sonde aux fesses des mobiles, des machines. Là, ce serait du concret. Mais aujourd'hui, en fait, il faut faire attention avec les outils. Il y en a qui sont plus ou moins reconnus, mais il faut faire quand même attention aux outils. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce travail-là. Et c'est tout l'intérêt aussi de la démarche scientifique qui accompagne effectivement le projet, c'est de pouvoir aussi proposer des outils de mesure. Donc,
2023, hein, la Green Code Initiative. Hein. On attend toutes vos remarques et toutes vos contributions justement pour nous aider. Le pouvoir du collectif. Et 0, c'est fini. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.